Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tessiture propose 2 collections qui abordent les questions du social par des formes et des sensibilités différentes. Notre démarche s'appuie sur le principe d'une autorisation de parole, qui ne serait pas confisquée par un statut. Collection Recherche-Études Réseau Tessiture. Cette collection met l'accent sur des pratiques d'accompagnement de recherche-action, et leur valorisation par la publication. Que produit une sociologie impliquée et agissante ? Comment les acteurs s'approprient-ils les méthodes, les outils pour réinterroger les politiques, les dispositifs, les pratiques et leurs effets sur les questions sociales et environnementales ? Regards croisés, paroles diversifiées qui densifient la compréhension et donnent à entendre la multiplicité des points de vue et des pratiques. L'écriture collective est prise ici comme moyen de mettre en mouvement, de partager, de coproduire, de prendre de la distance. Déjà paru. Anne-Olivier Dire, Sexe, genre et travail social, 2010. Anne-Olivier Dire, L'expérience d'un observatoire de la jeunesse, 2010. Pierre Berthaud, Michel Coteau, cohort d'émoticônes clignants de l'œil. La solidarité des générations, c'est l'avenir. 2014. Marie Mormès, L'évaluation du travail social, une nécessité impossible, 2015. Remerciements. À toi Jules, ta famille, et à vous, enfants autistes incroyables me poussant à la réflexion permanente, merci de m'amener toujours plus loin. Howard, tu le sais déjà. Merci à Laurence Lemoine pour m'avoir accordé sa confiance. Merci à Marc Devis, directeur de l'IME Adam Shelton de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspective, pour encourager l'accès à la formation des professionnels et pour m'avoir permis ce parcours. Merci aux professionnels pour avoir pris le temps de me recevoir. Ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien exceptionnel de mon réseau social. Tout d'abord, je tiens à remercier mon réseau primaire composé de mon mari qui s'est pris au jeu de guidant. Yves, je ne pourrai jamais assez te remercier. Quant à mes enfants, quelle patience exemplaire ainsi qu'une bienveillance et des encouragements qui me touchent profondément. Merci Sacha, merci Noé. Merci à toi Maximilien. Merci à ma famille, mes amis, André, ma mère, Guylaine, Pauline, Louise, Francine, Josué, Hélène, Sandy, Aude, Eda, Catherine, Laetitia, Dominique, Geneviève, Marie, Aurore, Coralie, Clément, Odigori, Géraldine, Tanguy, Emmanuel et Isabelle pour m'avoir encouragé jusqu'au bout de l'aventure. Merci à mon passeur Moïse qui s'est prêté au jeu, quelle confiance. Un grand merci à toutes les familles. Ce temps passé avec vous, à échanger, à vous écouter m'a permis de pousser la réflexion encore plus loin aujourd'hui. Sans vous, ce travail n'aurait jamais vu le jour. Vous avez pris une place dans mon réseau social et pas des moindres, merci. Anne-Olivier, comment vous dire ? Après avoir supporté mon stress, mes remises en question, avoir refait le monde avec moi, j'ai l'honneur de vous placer sur la cible de Slutsky comme personne très proche dans mon réseau secondaire. Merci Anne, il est presque dommage que cela s'arrête. Préface. L'intérêt suscité par l'autisme est en pleine expansion dans les milieux médicaux, scientifiques, médico-sociaux, et dans les médias. Les progrès accomplis dans la compréhension de ces aspects cliniques, neurofonctionnels et génétiques, modifient peu à peu les conceptions et les pratiques de diagnostic, d'exploration, de soins, de prise en charge. Cependant, le champ de l'autisme est traversé par de fortes tensions. Les controverses sont nombreuses entre partisans des méthodes psychanalytiques et ceux des méthodes comportementalistes. Or, la pratique des travailleurs sociaux doit dépasser telle ou telle école, et s'interroger : où sont les autistes dans ce débat ? Où sont les familles ? Comment s'opère la relation famille, autiste, professionnelle dans l'accompagnement de l'enfant autiste ? Y a-t-il des chaînons qui manquent pour une meilleure prise en compte de la personne autiste et de sa famille, et lesquels ? Ces interrogations que pose Christiane Jean-Bart présentent un grand intérêt. Après un rappel historique et théorique, elle y répond par un travail de recherche auprès de 7 familles et de 9 professionnels appliquant les 2 méthodes, psychanalytique et comportementaliste. Sa rencontre avec les familles lui a permis de connaître leur histoire, leur vie actuelle et de saisir par quel processus elles s'adaptent à la situation. Christiane Jean-Bart rappelle les bouleversements et répercussions sur la vie des familles, l'atteinte de la personne autiste dans son identité, les ruptures des liens familiaux et des liens amicaux que cela peut entraîner. En retraçant les trajectoires des familles,
Elles montrent comment leur capital familial s'imbriquait dans les stratégies qu'elles ont pu développer devant l'obstacle que l'autisme a représenté. Elles en dégagent les stratégies d'adaptation de ces familles mises en place pour faire face à l'autisme et le vivre au quotidien. Cela rejoint diverses analyses qui en décrivent l'évolution. Le choc, le déni, le désespoir, la reconstruction, la réorganisation. Ces séquences ne s'articulent pas de façon systématique, mais si certains parents ne dépassent pas désespoir, la plupart atteignent les étapes d'équilibre avec la restauration partielle du sentiment de compétence et une réorganisation adaptée de la vie familiale. Car la présence de l'enfant ou la personne avec autisme au sein de la famille entraîne inévitablement des changements dans la vie au quotidien et implique des réaménagements dans l'organisation et la dynamique familiale pour Christiane Jambart, face aux interventions uniquement basées sur l'enfant autiste, qui peuvent conduire à une forme d'échec de la prise en charge de la personne autiste et de sa famille, le sentiment de ne pas être inclus dans le système, l'étude de ces trajectoires est important. Elle permettrait aux professionnels d'avoir une meilleure adaptation de leur accompagnement de ces parents et familles, d'un accompagnement spécifique tenant compte des particularités de la personne autiste et du contexte familial. Avec une vision systémique, Christiane Jambart réfléchit sur une nouvelle façon d'aborder la prise en charge de l'autisme dans le travail de collaboration entre les professionnels et les familles des personnes autistes. D'une part, cela implique de comprendre les bouleversements occasionnés par l'autisme au sein des familles. Pour cela, elle utilise le modèle écosystémique qui permet de prendre en compte le capital familial, les différents contextes psychologiques et sociaux. D'autre part, le travail d'accompagnement nécessite de tenir compte des spécificités de la personne autiste, de sa famille et de son environnement et d'en être complémentaires. Partenaires du processus d'intervention, les parents et la famille ont à garder toute leur place. Sans compter que l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leurs familles demande une meilleure prise en compte de leurs droits qui ne sont pas toujours respectés, confère la Charte des personnes autistes présentée lors du 4e Congrès Autisme Europe, La Haye, le 10 mai 1992 et adoptée sous forme de déclaration écrite par le Parlement européen le 9 mai 1996. Il s'agit donc de faciliter davantage, dans l'élaboration et l'intervention, l'implication des parents, de tenir compte de la situation familiale et de respecter son style de vie. La collaboration entre les parents et les travailleurs sociaux, pas assez mise en avant dans certaines institutions, mérite d'être développée. Les parents et la famille sont des partenaires et doivent être complètement impliqués dans un travail de lien non seulement avec l'institution et ses professionnels, mais aussi avec les différents intervenants du réseau. L'importance des rencontres et de l'environnement social et culturel est souvent rappelée par les familles, voire même par les quelques associations existantes de personnes autistes, qui regrettent les barrières posées à la pleine participation à la vie sociale. C'est pourquoi l'auteur souhaite introduire des nouvelles modalités d'intervention et prendre en compte le réseau social des familles, interagir avec lui et aider à vivre dans la société au-delà des défis quotidiens. Cela nécessite une approche cohérente et une bonne coordination entre les différents acteurs, parents et intervenants. Coélaboration de la personne, de sa famille et des professionnels, reconnaissance de l'importance des facteurs contextuels, nécessité des interactions dynamiques, recherche d'une meilleure participation sociale et insertion dans la société. Christiane Jambart promeut avec raison et finesse que les professionnels de l'action sociale et médico-sociale ont à coordonner leurs interventions, à créer un équilibre pour faire exister le réseau social de ces familles, à articuler les réseaux professionnels et les réseaux familiaux. Cette proposition est prometteuse d'amélioration des pratiques. Brigitte Bouquet, professeure émérite, chaire Travail social Intervention sociale au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM. Analogie. Oh, vous savez, l'autisme ça reste quand même quelque chose de relativement compliqué, vous imaginez faire un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. C'est-à-dire que même la mère la plus défaillante du monde peut faire un enfant. Silence. Et vous échouez là où le commun des mortels peut réussir. Oui, parce que tout dans la société vous renvoie là-dessus. Tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'avais une vie, j'ai dû faire un choix. Il faut quand même que j'essaye de lui donner une chance, mais je savais qu'en essayant de lui donner cette chance-là, c'est la mienne que j'enterrais. Voilà.
Nous deux, on ne pouvait pas vivre, on ne pouvait pas. Pour que lui il vive, il fallait que moi je meure à un moment donné. Ce n'était pas possible. Oui, il n'y avait pas de choix. Je savais où j'allais. Là, vous devenez rien, c'est-à-dire que vous n'existez plus. Marie verbatim du 27/5/2013. Lundi 28 août 2014 après-midi. C'est le jour de l'enterrement de Monsieur Moreau. Il m'avait bien dit qu'il avait acheté la corde. Il nous avait tous prévenus, cette corde pour lui, cette corde pour Jules et lui parce qu'il ne pouvait pas laisser Jules à sa femme ni à son autre fils. Alors, il nous avait dit qu'il emmènerait Jules pour que sa femme puisse vivre normalement. Et toujours ce petit sourire et toujours ce petit regard scrutant la moindre de nos réactions. Aujourd'hui, dans ce cimetière de la Courneuve, il y a sur la gauche un corbillard. Dedans, il y a un cercueil. Dans le cercueil, il y a Monsieur Moreau. Au-delà des morts symboliques, il y a des morts. Introduction. Ce livre présente l'état de ma réflexion actuelle sur le rapport perfectible entre les enfants autistes, leurs familles, et les professionnels. Ce qui se joue dans cette relation a un impact fort, voire irréversible sur les publics cibles. La frustration de ne pas pouvoir faire mieux, et l'espoir de trouver de nouvelles voies, ont été les moteurs du travail que j'ai entrepris. Le parcours d'un enfant autiste, dans l'IME dans lequel j'ai exercé, est empreint d'une grande déception pour une partie de l'équipe professionnelle. Cette situation a largement contribué à me faire réfléchir aux chaînons manquants concernant la prise en compte de la personne autiste et de sa famille. Jules est un enfant autiste dont le parcours chaotique témoigne de la complexité de la relation. L'impuissance d'une équipe pluridisciplinaire, devant la destruction psychologique et l'isolement social intensifié d'une famille, s'est traduite par un échec de la prise en charge de cet enfant, source de souffrance, de mal-être et de peu d'épanouissement. Cet échec met en lumière les divers dysfonctionnements et les difficultés à ce que chacun trouve sa place, son rôle, sa force, son équilibre. C'est bien une relation particulière dans laquelle se joue de la dépendance, une nécessaire confiance, une indispensable considération ainsi que des jeux de pouvoir. Je constate très vite l'un des effets pervers du handicap sur cette famille. Le père de Jules cesse de travailler et devient dépendant de l'autisme de son enfant. Il s'occupe de son hygiène, gère les crises quotidiennes, effectue les nombreux soins médicaux que nécessite l'état de santé de son fils. Pour éduquer un enfant, il faut du temps, de la patience et du lien avec l'extérieur. Quand on est parent d'un enfant autiste, souvent, pour éduquer cet enfant, il faut démultiplier ce temps et l'un des parents est obligé d'arrêter de travailler. Cet échec n'est pas le seul auquel j'ai pu assister en 15 ans d'exercice de mon métier, c'est simplement le plus emblématique. Soyons clairs, ce mémoire ne porte pas sur l'histoire de Jules. J'ai tenté de construire un objet de recherche dont le point de départ se trouve être sur mon champ d'action. Ce livre représente beaucoup de travail, de lecture, de fausses pistes, de vraies découvertes, des rencontres et de prises de recul. Je présente ici une démarche faite de rigueur, mais elle ne sera jamais synonyme de froideur. J'y reviendrai plus tard, mais l'attention portée aux personnes autistes et à leurs familles trouve aussi son origine dans le sentiment de révolte qui est né face à l'actuel antagonisme entre partisans des méthodes psychanalytiques et ceux des méthodes comportementalistes. Querelle politique, jeu de pouvoir, où sont les autistes dans ce débat ? Où sont les familles ? Beaucoup de parents comme ceux de Jules n'ont pas de position idéologique. Ils sont centrés sur le bien-être et le développement de leur enfant. Ils peuvent parfois être cristallisés dans leur souffrance. Ce qui m'amène à poser ma question de départ. Comment s'opère la relation famille, autiste, professionnelle dans l'accompagnement de l'enfant autiste ? Avant d'explorer de nouvelles pistes, il convient d'abord de poser les bases du sujet. Jules est à l'origine du sujet, c'est pourquoi je vous propose une présentation de sa réalité. L'autisme est incurable. Au fil de l'histoire, la folie ou tous les noms qu'on lui a donnés, s'est avérée tout aussi incurable. Je décrirai dans une première partie les bases théoriques de la recherche. Le premier chapitre sera consacré à l'autisme en passant par l'histoire de la folie. Tout d'abord, je rendrai compte des progrès permettant d'accorder aujourd'hui une place, des droits, des devoirs à chacun dans cette relation. J'examinerai l'autisme de sa découverte à aujourd'hui, et je m'attarderai sur la relation entretenue entre l'État et les familles des enfants autistes. Dans le deuxième chapitre,
Il s'agira d'aborder l'autiste et sa famille selon une approche systémique, de décrire les conséquences de l'autisme sur la famille afin de mesurer la difficulté pour les familles de préserver ou de retrouver une place dans les autres systèmes. Il m'a semblé nécessaire de décrire les interactions entre les familles et leur environnement, par le prisme du réseau social. Dans la deuxième partie, l'approche théorique va rencontrer l'approche empirique. J'aborderai la méthodologie utilisée dans cette recherche. Un chapitre sera consacré à une description exhaustive et explicative concernant les choix effectués pour l'enquête de terrain. Pour rencontrer les familles, l'approche systémique présentée dans la première partie sera ici mise en application. Pour les besoins de l'enquête, je vous présenterai un outil innovant, la cible de Slutsky. La troisième partie sera dédiée à l'analyse afin de confirmer ou d'infirmer les hypothèses. Le premier chapitre concernera la première hypothèse et traitera des trajectoires des familles. Dans le second chapitre, nous verrons, en lien avec la deuxième hypothèse, comment le réseau social de ces familles réagit à l'arrivée de l'enfant autiste. Un chapitre concernera les ressources des familles. Elles traduiront les stratégies mises en place pour faire face à l'autisme au quotidien. Le dernier chapitre, plus succinct, sera dédié à l'analyse des connaissances du réseau social des familles par les professionnels. J'ouvrirai enfin une discussion afin d'ouvrir ce travail de recherche sur une nouvelle façon d'aborder la prise en charge de l'autisme. Elle est juste complémentaire, mais elle modifie considérablement les relations entre les familles et les professionnels. En toute fin, je présenterai brièvement les suites de cette recherche avec la restitution faite aux familles et aux professionnels ainsi que leur retour de mail. Et je rendrai compte des propos du comité de lecture que j'ai organisé. Chapitre 1 – De la folie à l'autisme. La prise en charge passée. La réalité de Jules, une prise en charge qui interroge. Jules est né en 1981. À 15 mois, il intègre la crèche de l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Suite à la constatation de l'indifférence de Jules, la crèche dirigera la famille vers une consultation pédopsychiatrique, un CAMSP. Il y sera immédiatement diagnostiqué avec un autisme de Kanner. Il aura un suivi médico-éducatif dans ce lieu pendant 4 ans. À l'époque, rares sont les autistes diagnostiqués avant l'âge de 2 à 3 ans. C'est le premier enfant de Monsieur et Madame Moreau. 10 ans plus tard, ils donneront naissance à un autre enfant, Vincent. La famille est entourée de nombreux spécialistes. Jules demande une attention particulière, et les horaires proposés par les professionnels ne sont pas adaptés à la famille. Celle-ci se voit contrainte de trouver des solutions pour la garde de Jules. Comme nous l'expliquera le père, le calcul est vite fait. La mère étant fonctionnaire et bénéficiant de nombreux services de l'hôpital où elle travaille, c'est le père, ouvrier qualifié, qui cessera son activité professionnelle pour s'occuper de son fils. Il a 34 ans au moment des faits. Après le camp, Jules est accueilli en hôpital de jour où il est suivi ainsi que sa famille par une équipe pluridisciplinaire composée d'un directeur, d'un psychiatre, de psychologues, d'une assistante sociale, d'un infirmier, d'éducateurs. Il est décrit comme un enfant présentant plusieurs troubles du comportement, recherchant un isolement extrême. Il a besoin de protection et toutes choses et personnes inconnues le mettent dans un état d'anxiété très fort. Il a une auto- et hétéro-agressivité. De plus, il présente une énurésie diurne et nocturne. Quand il arrive à l'IME, mon rôle en tant qu'éducatrice référente consiste à faire le lien entre l'équipe pluridisciplinaire et la famille. Nous travaillons en lien étroit avec la psychologue référente de Jules, et je reçois la famille une fois par mois. Au début, je constate des améliorations du comportement de Jules. Les rapports entre l'IME et la famille sont corrects. Le père est beaucoup plus disponible que la mère qui est joignable par téléphone sur son lieu de travail. Jules progresse énormément et je suis fière d'annoncer ses progrès à chaque entretien que j'ai avec la famille. Le père a du mal à me croire. Il écoute mon discours mais ne s'approprie pas du tout les effets bénéfiques de la prise en charge. D'ailleurs, ses préoccupations sont d'un autre ordre et il ponctue chaque fin d'entretien par cette phrase lancée sur le ton de la blague. De toute façon, j'ai déjà acheté la corde et si je pars, je l'emmène avec moi, sous-entendu Jules, je ne peux pas le laisser à ma femme, il faut qu'elle travaille et qu'elle reste libre, elle aura bien assez à faire avec Vincent. Je me rends compte de l'isolement de cette famille et me sens démunie,
impuissants et mettons tous nos espoirs sur une prise en charge très concentrée sur Jules. Évidemment, de nombreux temps cliniques sont organisés. Nous prenons tous conscience de la situation dramatique dans laquelle se trouve cette famille. Le père et la mère sont restés à l'étape de déconstruction et sont encore, comme le mentionne Griot, dans des adaptations dites négatives. Le deuil de l'enfant sans autisme, sans handicap, n'est pas encore fait. Afin de travailler cette adaptation, nous proposons une thérapie familiale, acceptée par la famille mais qui se conclut par un échec puisque le père exprime « Je ne vois pas d'amélioration et cela ne sert à rien mis à part remuer un passé douloureux et en plus, Jules ne guérit pas, il est toujours autiste. » Les rapports entre Jules et son père deviennent de plus en plus fusionnels. Chaque fois qu'ils arrivent ensemble à l'IME, je ne sais plus qui des deux soutient l'autre. Le père rencontre de plus en plus de problèmes d'alcool. À l'adolescence de Jules, les troubles du comportement de celui-ci s'amplifient, comme cela est souvent le cas pendant cette période. Il devient très violent envers son père et envers l'équipe. Ce comportement compromet les chances de trouver une orientation. Lors des entretiens, le cynisme de son père se fait de plus en plus ressentir. Il se met à refuser certains entretiens à l'IME comme au CMPP. Les parents de Jules ainsi que les professionnels se retrouvent dans une impasse. Nous voyons peu à peu dans quel isolement social la famille se retrouve. Peu à peu, M. Moreau ne s'occupe que de Jules, s'oubliant avec pour seul objectif le bien-être de son fils. Il commence à mettre toutes les orientations de Jules en échec. Petit à petit, les portes se ferment autour d'eux. La prise en charge se termine dans la douleur et la violence. Jules frappe constamment et indistinctement son père et le personnel de l'équipe. Le père m'explique « Je vous l'avais bien dit qu'il n'y avait que moi qui pouvais m'en occuper », annulant au passage 10 ans de prise en charge. Jules reste au domicile avec son père pendant quelques années avec un essai dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne, qui se conclura par un échec. Le jeune, Jules, est jugé trop difficile pour l'équipe et le travail avec la famille décrit comme impossible. Depuis plusieurs mois, le dossier est arrivé à l'UMI, Unité mobile d'intervention, de la Seine-Saint-Denis, via une demande effectuée auprès de la maison d'accueil des personnes handicapées par la mère qui est très préoccupée. Le père est maintenant atteint d'une maladie incurable, et il a dû être hospitalisé d'urgence. La mère s'est arrêtée de travailler. La mobilisation de cette équipe va ressembler à la nôtre quelques années auparavant. Trouver un lieu d'accueil pour Jules, mais cette fois-ci, avec une famille rendue encore plus vulnérable, avec un père gravement malade. Il y a un caractère urgent qui va donner lieu à des injonctions de la part de ces deux instances. 2 lieux d'accueil sont trouvés pour Jules, mais il y a juste un problème. Jules a effectué des stages dans les 2 lieux qui ne pourront pas l'admettre. Les directeurs décrivent un beau jeune homme au regard bleu perçant et en même temps un jeune homme abîmé par la vie, qui refuse de rentrer dans les structures prêtes à l'accueillir. Un jeune homme qui passe ses journées de stage dehors dans le jardin, et ceci même en plein hiver quand il fait moins 14 degrés. Les psychologues, les éducateurs sont allés lui parler, rien n'y a fait. Alors que je réfléchissais à ce qui avait manqué dans la prise en charge, voilà que la corde imaginaire tant envisagée par M. Moreau s'était concrétisée d'une autre manière entre Jules et son père sans que personne ne puisse la couper. Il n'allait pas trahir son père et l'abandonner, surtout pas maintenant. Un questionnement sur la prise en charge s'est imposé à moi. Qu'est-ce que nous aurions pu mettre en place ? Comment en étions-nous arrivés là ? Qu'est-ce que nous n'avions pas fait ? Il était hors de question que je me laisse figer par cet échec et par le discours trop souvent prononcé. On a fait ce que l'on a pu. Voici ce qui pour moi est resté en suspens. Et si nous avions fait autrement ? Pour illustrer le mémoire, je vous propose d'entrevoir comment Jules aurait traversé les époques en montrant que l'autisme était longtemps assimilé à la folie. Pour ce faire, j'ai réalisé des fictions à certaines époques. Elles apparaîtront en italique. Plus nous nous rapprocherons d'aujourd'hui, plus ces fictions s'effaceront pour laisser place à une certaine réalité. Rappel historique. Il est important de reprendre l'évolution de la prise en compte que l'autisme a connue, en effectuant un bref détour par l'histoire. C'est pourquoi nous traverserons rapidement l'Antiquité et les siècles suivants, afin d'observer le changement de regard sur la folie. J'aborderai la naissance de la psychiatrie et des maladies mentales.
Je m'intéresserai à la découverte de l'autisme, et particulièrement à l'impact des premières thèses de Kanner et Bettelheim. J'examinerai comment ces thèses mêlées à un type de prise en charge ont pu figer une blessure faite aux familles. Puis nous observerons ce qu'est l'autisme en 2013 à travers les nouvelles prises en charge, les nouvelles approches mais aussi avec l'évolution des lois. De l'Antiquité au XXe siècle, histoire de la folie. Dans l'Antiquité grecque, la folie est désignée globalement par le terme mania. La manie est une aliénation de l'esprit sans fièvre. À cette époque, elle appartient à la divinité, elle est une demande des dieux sur leurs fidèles. La maladie est envoyée par des êtres surnaturels invisibles, ou provoquée par les pratiques magiques des ennemis. Les prêtres de l'époque sont sorciers, chamans, médecins. Tous s'accordent pour ranger la folie dans le domaine de la magie. Hippocrate est le premier médecin à avoir rejeté les prétendues causes surnaturelles ou divines. Il fonde ses jugements sur l'observation et le raisonnement. Il réfléchit avec ses disciples à la folie comme maladie de l'âme. La folie entre alors aussi bien dans le champ de la médecine que dans celui de la philosophie. D'une origine divine, nous passons à une folie acceptée par le fait d'un christianisme très fort au temps des Romains. En France, la religion chrétienne domine la vie spirituelle du Moyen Âge. Les premiers chrétiens rejettent la médecine grecque et la maladie est perçue comme une punition divine. Le fou est considéré comme possédé mais pas dangereux. Il reste au domicile et est à la charge de sa famille, sinon, il est jeté en prison. Les péchés sont la cause de la possession. De nombreux saints pratiquent l'exorcisme, dont le plus célèbre qui a donné son nom à un grand hôpital parisien, Saint Antoine. Au fil du temps, l'opinion publique va prêter des intentions diaboliques de façon indifférenciée aux hérétiques, aux sorciers et aux malades mentaux. C'est aussi à cette époque que se développe l'opération de la pierre de la folie. On considérait en effet que la folie pouvait être causée par un insecte pénétrant par les narines et se changeant en pierre au niveau du cerveau. Au-delà des vraies opérations, certaines étaient organisées par des charlatans sur les marchés. N'oublions pas que le malade mental était porté au bûcher et brûlé sur la place publique quand les traitements ne fonctionnaient pas. Le saint réussit là où le médecin échoue. Jules à cette époque, jugé fou non dangereux, vivrait dans sa famille. On peut imaginer les différentes désignations dont il aurait été sujet et le type d'action chamanique qu'il aurait pu subir. C'est à la période de la Renaissance que la folie occupe une place exceptionnelle. L'art et la culture s'intéressent à elle. La folie devient la passion des peintres comme par exemple la Nef des Fous de Giboche. Elle est mise sur un piédestal. Nous sommes dans une période de transition. La religion qui occupait une place importante avec ses traditions de pèlerinage est remise en question par certains humanistes. Liés à ce courant, Jean Ouailleur et Juan Luis Vives s'insurgent contre la pratique du bûcher pour les fous. Le livre de Jean Ouailleur, De Praestigis Daemonum, de l'imposture du diable, publié en 1563, était même considéré par Freud comme l'un des 10 livres les plus importants jamais écrits. En pleine guerre de religion, l'auteur démontre que les dites sorcières sont des malades mentales à soigner. Il s'agit sans nul doute de l'aube de la psychiatrie. Un homme marche avec un enfant d'une 12aine d'années. Il est parti tôt ce matin du village de Valabrègue. Il n'est que 10 heures du matin, mais le soleil est déjà écrasant de chaleur. C'est l'été. C'est la saison de la foire de Beaucaire. L'homme a pris la route de Tarascon. À sa gauche des champs, à sa droite le Gard. Il marche sous le soleil, il transpire énormément, mais ce n'est pas uniquement à cause de la chaleur. Il a peur de ce qui peut se passer sur le chemin, et peur aussi de ce qui va se passer quand ils seront arrivés à destination. Il a peur pour son fils Jules. Jules est fou. Sur un coup de tête, il peut se jeter à l'eau. Il adore la sensation d'humidité. À son âge, Jules est toujours énurétique, toute la journée et toute la nuit, il urine sur lui. Il porte une robe longue, sans rien dessous, ce qui permet de ne pas devoir le changer trop souvent. Le père surveille l'enfant, ils marchent vite tous les deux. L'enfant se laisse entraîner. Il ne sait pas où il va. Ils vivent avec la mère à Valabrègue. C'est un hameau de quelques dizaines d'habitants, principalement des paysans. Eux aussi sont paysans. Ils appartiennent à une petite exploitation locale.
Toute la journée, monsieur travaille la terre. Madame est débordée elle aussi. Elle a eu la chance d'être employée dans un château près de Valabrègue. Concernant l'enfant, personne n'est au courant au château, ni châtelain ni le petit personnel. C'est mieux comme cela. Les enfants de leurs voisins qui ont son âge sont déjà au travail. Pas Jules. Il passe ses journées on ne sait où. Il se lève et se couche quand il veut. Il sait rentrer à la maison quand il a faim. Pendant la journée, on le croise parfois. Les voisins le connaissent et l'évitent. Il peut être agressif et violent, y compris envers lui-même. Il ne parle pas. Il n'est ni accepté ni rejeté, juste toléré. Sa mère a arrêté de s'occuper de lui à la naissance de Vincent, le petit frère qui lui n'est pas fou. C'est le père qui s'occupe de Jules, même si celui-ci le frappe, même sans la parole. Jules est son père. Qui peut savoir ce qu'il serait advenu de Jules, s'il n'était pas porté de la sorte par son père? C'est très difficile pour tout le monde, et c'est une bouche inutile à nourrir. Aucun apprentissage n'a été réussi pour Jules. À chaque fois c'est une déception. Trop de déceptions ont été fatales à l'attachement de la mère pour Jules. Après tout, elle n'avait que 15 ans à sa naissance, et très vite est arrivé son frère. Elle se dit qu'elle aura d'autres enfants. Pour le père, c'est différent. Jules mérite qu'on s'y intéresse. Qu'on l'éduque, qu'on le nourrisse, qu'on le lave, qu'on le guérisse. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir fréquenté l'église. Les curés n'ont jamais réussi à soigner Jules. Beaucoup de prières, aucun effet. Le père est pourtant très croyant, mais il pense aujourd'hui que ce sont les curés de Valabrègue, de Graveson, de Fontvieille, et même de Tarascon qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour Jules. Le père dort mal, il est très irritable, il s'est coupé peu à peu de sa famille, de ses voisins et même de sa femme. Il se dispute très souvent violemment à propos de Jules. Petit à petit, il est venu à penser qu'il était le seul à pouvoir s'occuper de Jules. Et pourtant, il doute aussi constamment sur ce qu'il faut faire. Depuis quelque temps, il hésite. Aujourd'hui, il a pris une décision. C'était très dur avec sa femme quand il lui en a parlé. Ce matin, il est allé réveiller Jules, très tôt. Jules était très étonné. Au début, il n'a pas voulu se lever, mais son père reste physiquement plus fort que lui pour quelque temps encore. Alors il l'a traîné sur le chemin, jusqu'à ce que Jules pense à autre chose. Les paysans qu'il croise ne saluent pas l'attelage du père et du fils. Cela fait longtemps maintenant que le père n'a plus d'amis. Les maisons sont plus nombreuses maintenant. Ils arrivent dans les faubourgs de Tarascon. Encore quelques centaines de mètres, et ils traversent le pont du Gard. Ils arrivent à Beaucaire. Le flot des gens est devenu très important, et Jules regarde autour de lui de façon plutôt étonnée. Il se laisse toujours guider. Puis les premiers étals marquent le début de la foire de Beaucaire. C'est une foire qui a lieu tous les ans. Elle rassemble des marchands de toute la région et même au-delà. Des Tunisiens, Grecs, Italiens, Catalans se rassemblent ici. Tout ce qui peut s'acheter et se vendre, on le trouve à la foire de Beaucaire. Jules et son père arrivent à une place, sur laquelle on trouve la tente du barbier. Celui-ci a pour activité principale l'entretien des cheveux et des barbes de ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire pas grand monde. Le père de Jules non plus ne peut pas se payer les services de quelqu'un pour couper ses cheveux. Et pourquoi faire? Sa femme s'en charge. Par contre, il a économisé depuis des mois. Quasiment en cachette. C'est la dernière chance pour Jules. Il n'en peut plus de cette situation. Si ça ne marche pas, il n'a plus de solution. Le père va parler au barbier. Celui-ci lui répond: oui, je peux guérir votre fils. Je sais ce qu'il a. Cette folie, il l'a attrapée en avalant une araignée. Cette araignée a grossi dans son corps, attirant en elle toutes les impuretés. Elle est devenue pierre, et s'est installée dans son cerveau. Jules a la pierre de la folie dans la tête, et je peux la lui enlever, si vous avez de quoi payer. Le père de Jules le paye, ce qui revient à dire qu'il lui donne tout ce qu'il a. Venez avec moi sous la tente, dit le barbier. Là, il y a un aide et une femme. Le barbier commence alors ses préparatifs, installe ses instruments. Jules a accepté très simplement d'entrer sous la tente, mais au bout d'1 minute seulement il veut en sortir. Il a vu tout ce qu'il avait à voir, alors il se lève et s'apprête à sortir. Faites-le asseoir, dit le barbier. Le père alors explique que ça ne va pas être facile.
L'aide barre le chemin de la sortie à Jules qui tente de l'écarter. Le père le ceinture par derrière. Jules se débat, se met à crier, à uriner. L'aide a été surpris, il a pris un coup. Il le rend à Jules, le père est furieux, ne le frappez pas. Il est fou. Il s'adresse à Jules, toi je ne suis pas prêt de te lâcher. Il le maintient de toute sa force, de toute son habitude. Le père et le fils sont dans une lutte absurde, Jules veut simplement sortir. Le père parvient à l'asseoir à nouveau, il l'enveloppe dans un drap qu'il trouve là. Petit à petit Jules se calme, retrouve son souffle, ne crie plus. Le père le contient dans le drap, le maintient fermement. La femme a préparé elle aussi un plateau avec divers instruments coupants. C'est le père maintenant qui a peur. Le barbier s'empare d'un des instruments du plateau et passe derrière Jules. Le sang gicle fort. Il l'a coupé d'un seul coup derrière l'oreille. Jules hurle, son père devient totalement blanc. Le sang est partout sur lui et sur Jules. Le barbier crie, ça y est, je l'ai, la voilà. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.